Bonsoir messieurs, dames. Je regrette bien entendu de ne pas pouvoir venir à cette conférence, mais je sais que vous ne pouviez pas y venir non plus. Donc je vais vous présenter, grâce à l'aide de ma collègue Anne Cadane, cette conférence par vidéoprojection, avec quelques hésitations parce que je n'ai pas trop l'habitude. Les travaux que nous avons conduits à Levroux à partir de 1968 ont pour origine une recherche universitaire sur les fortifications en terre du Berry. Nous avions visité et décrit une centaine de fortifications de toutes les époques, depuis le néolithique avec ses éperons barrés, jusqu'au Moyen-Âge avec ses modes féodales. À la demande de la famille Pécherat, nous avons commencé des sondages sur la colline des Tours, occupée à la fin de la période gauloise et au début de l'époque romaine à Levroux. Très vite, nous avons élargi notre programme parce que le canton de Levroux est un site remarquable pour la continuité et la répartition de ses occupations successives. Il est représentatif de quelques 3000 cantons français qui ont évolué à leur rythme sans être bousculés par de grands événements historiques ou économiques. Cette gravure montre bien les différents monuments qui jalonnent cette histoire: la colline gauloise, le théâtre romain, le château médiéval et enfin la collégiale. Levroux se situe à la frontière de deux types de territoires, sur la cuesta qui sépare les plaines calcaires des hauteurs argileuses et gréseuses du bois chaud. Vous avez en coupe le schéma du bassin parisien avec ses différentes couches résistantes ou plus molles qui le caractérisent. Le terroir de Levroux exagère encore cette opposition avec la butte de la colline des Tours qui présente une excroissance du bois chaud vers le sud et sous lesquels s'est installée la ville actuelle dont vous voyez ici la collégiale. Au niveau des bassins fluviaux, Levroux, le village de Levroux, la ville de Levroux, est installée dans le bassin du Cher à son extrémité sud. Et en fait, toute la partie bois chaud du canton est orientée vers le Cher, vers le nord, alors que la Champagne-Berrichonne au sud est drainée par l'Indre et par ses affluents. Donc on a dans la répartition des eaux déjà une différence entre les deux régions. Et vous savez que le réseau hydrographique qui démarre à Levroux et qui va vers le Cher a supporté les moulins à temps pour la mégisserie et l'eau pour les mêmes activités. Alors le Berry, depuis l'Antiquité, a une série de ressources à sa disposition, venant du massif central, l'or, l'étain, le lignite et surtout dans le Berry lui-même, des ressources en fer qui sont signalées sur ce document par des grandes zones violettes. Déjà Jules César parle des grandes ferrières du Berry, les Bituriges, donc les gens de cette époque, et cette industrie a été poursuivie, continuée jusqu'au XIXe siècle. Les recherches archéologiques commencent à Levroux au XIXe siècle avec l'archiviste Augustin Lemaigre qui fait des fouilles sur la colline des Tours à l'occasion des carrières d'extraction de grès utilisées pour les constructions de Châteauroux. Il retrouve une série d'objets archéologiques, d'objets gaulois, que vous pouvez encore voir au musée d'Issoudun et au musée de Châteauroux, des pièces en bronze qui ont été très vite célèbres dans le monde des spécialistes, parce que le baron de Bonstetten, un érudit suisse, les a publiées dans un recueil d'images. Elles sont tout à fait typiques de la fin de l'époque de l'âge du fer, donc l'époque celtique juste avant l'arrivée de César, et correspondent effectivement à cette période. Pour la protohistoire, pour cette période des âges des métaux, l'âge du bronze et l'âge du fer, entre moins 2000 et 0, ce qui reste dans le paysage, ce sont surtout des grandes fortifications en terre qui couvrent des surfaces souvent de plusieurs dizaines d'hectares. C'est pourquoi souvent les gens qui ne sont pas habitués les confondent avec le relief naturel. Vous voyez à gauche le rempart de l'oppidum de Châteaumeillan, fouillé vers 1950 par Gourvest et Hugoniot, et dont la fouille a été reprise par Sophie Cross les années qui viennent de s'écouler. À droite, plus près de Levroux, le rempart de Mur, qui est un rempart massif, avec une hauteur de près de 10 mètres, qu'on voit moins bien aujourd'hui que sur cette photo parce que la végétation a poussé, mais vous voyez que ce sont des constructions artificielles sur des grandes surfaces et qui sont assez visibles dans le paysage quand on est un petit peu habitué.
Alors rapidement, une chronologie pour vous situer tout ça, parce que ce n'est pas des choses qu'on trouve facilement dans les manuels en France. Le paléolithique, c'est l'ancienne préhistoire, donc là on est dans plusieurs centaines de milliers d'années avant le présent, avant notre ère. On en trouve à Bouges, à Levroux, à Moulins. Le mésolithique, vers 10 000, 5 000 ans, c'est le moment où les glaciations ont disparu, le climat ressemble au nôtre et on a une faune qui est une faune moderne. On en trouve un petit peu à Levroux. Ensuite, le néolithique, c'est l'époque où les paysans commencent à cultiver, à faire de la céramique, à élever des animaux, domestiquer des animaux. Là aussi, on retrouve des traces à Levroux, à Moulins-sur-Céphon et à Bouges. Puis une petite période intermédiaire, pas très bien connue, le chalcolithique, c'est le moment où les premiers objets en cuivre apparaissent. Et pour cette période, on a deux éléments très importants à cheval sur les communes de Moulins et de Levroux, avec une fortification et une habitation assez extraordinaire qu'on va voir tout à l'heure. L'âge du bronze, qui occupe en gros ensuite le deuxième millénaire, est connu par des découvertes plutôt de surface ou des ramassages, et notamment sur le site de Brion, où la famille Gabelin, pendant déjà plus de 50 ans, a fait des recherches. Enfin, l'âge du fer, qui est particulièrement bien représenté à Levroux, on le voit apparaître vers le 8e siècle et il va s'interrompre avec la conquête romaine en 52-51 avant Jésus-Christ. L'âge du fer, c'est tout de même 8 siècles, où on a des données beaucoup plus nombreuses que pour les périodes précédentes, des données archéologiques et des données historiques, et on a des attestations à Brion toujours, à Vineuil, à Levroux et à Moulins. Enfin, à partir du 1er siècle de notre ère, la période gallo-romaine s'installe, se développe énormément et marque énormément le paysage, la culture de l'époque, à tel point que certains historiens aujourd'hui nient la composante gallo-romaine, enfin la composante gauloise dans le gallo-romain pour privilégier le romain qui effectivement, nous sommes plus des héritiers du monde romain que du monde gaulois, il faut bien le dire, dans notre culture actuelle. Alors, quand on est arrivé à Levroux, on a eu l'accueil des pêcherats, bien entendu, de M. Durand-le-Masurier, de toute une série de gens qu'on a appris à connaître. Et voici, par exemple, les activités archéologiques que faisaient sur la colline des Tours Gérard Coton, Jean-Pierre Bavouzet et d'autres personnes, et qui permettaient de trouver un abondant mobilier, des céramiques, des amphores, des monnaies aussi, qui montraient une occupation à cheval sur l'époque gauloise et l'époque romaine. En fait, là, on est déjà après la conquête romaine, mais avant que, sous l'influence de l'empereur Auguste, les Romains vraiment colonisent la Gaule avec leurs villes, avec des voies, etc. Et là, dans cette période intermédiaire, les Gaulois continuent à fabriquer des choses traditionnelles, mais en même temps à utiliser des techniques importées ou développées par les Romains, qui ont sur certains points un peu d'avance sur les Gaulois, sur d'autres, notamment l'agriculture, les Gaulois ont leur propre économie et leur propre technique. Alors, on a, avec la connaissance qu'on a eu rapidement de toutes les personnes intéressées du canton, fait un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui des sauvetages, et donc répondu aux demandes des uns et des autres lorsqu'ils trouvaient quelque chose. Cet exemple ici de cette stèle est tout à fait intéressant parce que M. Ménard, qui l'avait trouvé dans son champ, nous a avertis. On a pu donc fouiller la tombe qui était associée à cette stèle, alors que souvent, dans les musées, vous trouvez beaucoup de stèles, mais c'est rare qu'on ait le contexte des découvertes. Donc là, on a un personnage qui s'appelle Satunus, c'est le plus ancien nom qu'on connaisse dans le canton de Levroux, et on peut le dater puisque c'est une monnaie associée à son corps, à la sépulture, donne une datation du IVe siècle de notre ère. Donc voilà un résultat qui était tout à fait intéressant et qui marque bien l'importance de la collaboration entre les habitants d'une région et les archéologues qui peuvent les aider à identifier leurs découvertes. À tel point qu'on a développé à cette époque, là c'est un petit article que j'avais fait pour la revue archéologique du Touring Club de France, on a développé ce qu'on appelle une archéologie du paysage, c'était assez nouveau dans les années 1970 en France, et effectivement, on a d'une part répondu aux demandes, vous voyez la fouille avec M. Ménard qui nous regarde travailler, et puis on a essayé sur le canton de faire venir des collègues, soit de Châteauroux, soit de Paris, soit de différents endroits,
pour nous aider à analyser sur ce canton toutes les sources qu'on pouvait avoir, aussi bien textuelles, historiques, archéologiques. Par exemple, sur la carte de droite, vous voyez une carte de l'économie du 19e siècle, à l'époque où on fait le premier cadastre, et qui montre l'emplacement des moulins à vent, des moulins à eau, des moulins à temps surtout d'ailleurs, plus que des moulins à céréales, en exploitant les quelques 3000 toponymes du canton, on arrive à reconstituer le paysage et une partie des activités au 19e siècle. Donc, on a commencé à réunir des gens qui pouvaient travailler aussi bien sur les maisons de Levroux, avec l'aide de mademoiselle Péchera, qui avait commencé un très bon travail là-dessus, sur la collégiale, etc., ou bien des collègues qui avaient travaillé sur les archives à Châteauroux. Alors, reprenons maintenant un plan plus chronologique, en laissant de côté un petit peu l'histoire des recherches sur le canton, qu'on pourra reprendre une autre fois si vous le voulez. Donc la première phase, c'est le paléolithique. On a eu la chance là de rencontrer Michel Gratier, qui habitait à Levroux, et qui a fait une maîtrise sur la préhistoire ancienne du canton, et qui a montré comment, le long de la Cuesta, on avait toute une série de gisements sur lesquels il y avait des silex taillés, et quelques éléments même en ossements, beaucoup plus rares bien sûr. Et il en trouve toujours quand il revient à Levroux de s'occuper de ses bois, puisqu'il a un bois près de Levroux. Et il ramène de temps en temps encore des silex, des bifaces, donc des choses très anciennes, à peu près 200 000 ans par rapport à notre période, qui sont assez exceptionnelles et surtout qui sont rarement ramassées de façon systématique dans des zones qui ne sont pas le Périgord ou des secteurs où on a des grottes, où on a toute une infrastructure pour étudier la préhistoire. Donc là, c'est un élément encore à exploiter, mais qui est déjà un indice de l'ancienneté de la population et de sa participation à la technologie de l'époque, puisque les pièces de ce type ont été utilisées pendant plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années. Vous connaissez sans doute mieux le néolithique, c'est plus visible. On a également en bordure de la Cuesta et du bois chaud des dolmens qui jalonnent en quelque sorte la zone de contact entre les deux régions. Gérard Coulon vous ajouterait les polissoirs qu'il a repérés sur ce même axe et qui servaient à aiguiser les fameuses haches de pierre néolithiques, de pierre polie. Alors il y en a qui sont conservés dans le paysage, comme la pierre à Moulins-sur-Céphon, d'autres qui sont signalés par des noms de lieux, et on les retrouve jusque dans la région de Vatan. Bon, bien entendu, ils ont été fouillés depuis très longtemps. On pourrait refaire une fouille plus étendue autour du dolmen qui permettrait de voir des choses qu'on connaît dans d'autres régions maintenant, mais on n'a pas eu le temps dans nos recherches de nous occuper de ceci. En revanche, alors pour le chalcolithique, on était parti sur l'âge du fer. Avec Alain Duval, un collègue du musée de Saint-Germain, nous avons voulu couper le rempart de la fortification de Moulins-sur-Céphon en pensant trouver un site de l'âge du fer. Et ce n'est pas du tout ce que nous avons trouvé. Voilà le tracé de ce rempart. Donc, vous pouvez le voir de la route qui remonte vers Rouvres-les-Bois. Il est moins visible sur le côté sud et le côté ouest. Mais quand on fait des sondages, et quand on regardait les champs labourés en surface, on voit apparaître de la terre brûlée qui correspond à une partie de la fortification. Voici cette terre rouge qui apparaît un petit peu à droite de la diapositive. On la voyait très bien à certaines années entre les deux bois, là plutôt à gauche de la diapo. Et en bas, vous voyez le plan et l'extension de cette fortification. Elle couvre 10 hectares, ce qui est une surface très importante si on la compare à des petites villes du Moyen-Âge, même à certaines petites villes romaines, modernes, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé des traces colorées dans l'argile qui correspondaient à des poutres et à des caissons remplis d'argile, de bornets, comme on dit dans le pays. C'est ce mélange d'argile et de sable qui est très utilisé pour faire du torchis. Et donc là, vous voyez que les poutres dessinent des caissons allongés. Il y a 2 rangées de caissons qui remplissent l'intérieur du rempart. Sur la face externe, on n'a rien de particulier, mais sur la face interne, vous voyez dans la coupe stratigraphique au fond de la fouille, une couche grise, une petite couche noire, puis une couche rouge. Alors la couche noire, c'est une couche de charbon, qui est une couche qui a été piétinée, qui correspond à un sol qui a été peut-être incendié, et par-dessus, on a du torchis brûlé en très grosse quantité. On en retrouve à l'autre extrémité du site, près de l'ancienne laiterie, et donc il s'agit peut-être soit d'une couverture du rempart qui a été artificiellement brûlée,
ou bien peut-être d'une superstructure, un chemin de ronde, on n'en sait pas plus que ça. En tout cas, on peut déjà reconstituer la structure, l'aspect général de ce rempart, avec ces caissons de bois entrecroisés, remplis de terre, d'argile à l'intérieur. Par rapport aux remparts de terre, de pierre et de bois qui caractérisent toute la protohistoire, on peut distinguer ce type qui est un peu dans, c'est pas un ordre chronologique, c'est plutôt un ordre de forme, mais ça revient plus ou moins, les plus anciens sont en haut, les plus récents sont en bas. On a en fait économisé assez vite le bois, en plus le bois il pouvait brûler ou pourrir, et donc on a mélangé le bois et la terre, et puis on a mis des pierres en parement, donc c'est une sorte de progrès, mais qui s'est fait de façon discontinue suivant les régions et suivant les périodes. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pratiquement le seul rempart à caissons qu'on connaisse en France, et surtout c'est le plus ancien, parce qu'il date d'après les datations au carbone 14 des années 2000-2200 avant Jésus-Christ, alors que les autres remparts en caissons qu'on connaît dans l'est de l'Allemagne ou en Pologne sont plutôt datés de périodes plus récentes, de l'âge du bronze ou plus tard encore. Alors Moulins-sur-Céphon, c'est un peu un musée de la fortification, puisque non seulement on a ce rempart chalcolithique, mais on a aussi la mode féodale. Quand vous consultez là, d'abord, la mode féodale a été interprétée longtemps comme un tumulus. En réalité, c'est bien une mode féodale, comme l'ont prouvé les sondages d'Armel Kérien, qu'il a fait dans les années 70-80. Les Châteliers, c'est un nom médiéval qu'on a donné à une enceinte qui n'avait rien à voir, qui était proto-historique. La Céphon, puisqu'on est dans la démolition des hypothèses anciennes, c'est pas une divinité grecque, comme ça a été écrit, c'est simplement la Sept fontaine, septem fontem. Et donc, c'est simplement, ça voulait dire qu'il y avait 7 sources à Levroux qui ont donné leur nom à cette rivière. Enfin, la carte d'état-major nous dit qu'il y a un oppidum dans le centre du village. Elle confond le site fortifié chalcolithique qu'on peut appeler oppidum, mais avec la mode féodale qui n'a rien à voir. Et pour terminer, c'est pas fini, la rue Médiolane que vous voyez là a été appelée parce que certains érudits ont pensé que moulin, ça voulait pas dire moulin à eau ou moulin à vent, ça voulait dire Mediolanum, ce qui veut dire en gaulois le centre de la plaine. C'est le nom que porte la ville de Milan en Italie du Nord et que porte également Châteaumeillan sur des documents anciens. Donc vous voyez que l'érudition est toujours sujette à caution et je ne doute pas que dans 100 ans, d'autres chercheurs viendront contester ce que je vous raconte aujourd'hui. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que Jean Lengren a trouvé en photo aérienne la trace d'une énorme maison entre la limite de Moulins-sur-Céphon et de Levroux, et près de la ferme des Vaux, et il a pu, avec Sophie Cross, fouiller cette maison pendant presque une dizaine d'années. La publication n'est pas complètement terminée aujourd'hui, mais vous voyez qu'on a un bâtiment tout à fait extraordinaire. Il fait plus de 100 mètres de long, il fait 16 mètres de large, qui pour des raisons techniques est encore plus extraordinaire. Et je vous l'ai représenté en bas à la même échelle que la collégiale de Levroux. Et vous voyez que, bon, il n'a pas la même hauteur, certainement, mais il a, au point de vue ampleur du monument, on peut parler d'un monument, les mêmes dimensions, plus ou moins, que la collégiale. Donc, c'est un bâtiment, on en connaît d'autres exemples dans la France de l'Ouest, c'est un bâtiment d'habitation collective pour une petite communauté de gens qui sont déjà des agriculteurs, qui commencent à voir apparaître les premiers objets en cuivre. Et il y a tout autour, je ne peux pas vous le montrer là, toute une série d'enclos avec des poteaux assez importants qui montrent qu'il y a une organisation, sans doute des enclos à bétail ou des choses comme ça, autour de cette maison. Il y a également une autre trace qu'on n'a pas exploitée, qui est certainement une ferme gauloise, beaucoup plus modeste, avec un grand enclos, mais des maisons beaucoup plus petites à l'intérieur. Passons maintenant, si vous voulez bien, on est obligé en archéologie protohistorique de jouer entre les sépultures et les habitats, et là on va traiter les sépultures jusqu'à l'époque romaine, et puis nous reviendrons après aux habitats. Donc là, vous voyez l'inventaire qu'on avait fait pour un atlas du Berry antique, avec tous les tumulus que l'on connaît actuellement. Donc on en connaît presque 200, mais il y en a pratiquement la moitié qui n'ont pas été fouillés. Parmi ceux qui ont été fouillés, on distingue ceux qui ont des inhumations, qui ont livré des inhumations, ceux qui ont livré des incinérations, qui sont deux rituels différents,
mais qui coexistent en fait assez souvent dans les différentes cultures, au moins pour la protohistoire. Et si vous regardez de temps en temps les statistiques qui sont faites sur l'Europe, c'est pareil. On a des pays à incinération, des pays à inhumation, des pays catholiques, des pays protestants, c'est pas corrélé entre les deux. Et on a la même hésitation en quelque sorte sur le traitement des morts que dans les périodes antiques. Alors si on va plus loin dans le détail, on voit que dans les périodes les plus anciennes de l'âge du fer, donc au 8e et 7e siècle, on a des tumulus assez importants, tantôt en terre, tantôt en pierre, suivant les régions du Berry, avec des épées de fer pour certains, des épées de bronze pour une autre région, pour une autre sous-région. Donc il y a des distinctions qu'on ne sait pas très bien interpréter, mais en tout cas, c'est plutôt les signes militaires, les guerriers qui sont enterrés à la place principale dans ces tumulus. Au siècle suivant, 7e, 6e siècle, on a beaucoup plus, enfin les tombes féminines sont beaucoup plus riches et on voit apparaître des parures en beaucoup plus grand nombre que les armes qui ne disparaissent pas complètement. Mais là, c'est visiblement, il y a une phase où les femmes jouent un grand rôle, on n'en sait pas plus, on le constate dans les sépultures, comme vous le voyez ici dans le Berry. Enfin, à la fin du 6e siècle et au 5e siècle, on voit une hiérarchie assez importante, assez marquée entre les différentes sépultures. Il y a déjà les gens qui sont dans des tumulus sont évidemment pas les pauvres de la région, c'est plutôt les gros propriétaires terriens ou les gens qui contrôlent peut-être des activités minières. Et parmi eux, on a mis en bleu-jaune, là en violet-jaune, des tombes exceptionnelles qui sont des tombes avec un tumulus important, jusqu'à 40 mètres de diamètre, avec quelquefois un char à l'intérieur, des importations grecques et même quelquefois des objets d'or. J'ai représenté la tombe de Vix pour vous donner une idée des plus riches. On n'a pas de tombe de Vix en Berry, mais on a des traces très concrètes. Autour de Bourges, on a les objets, vous voyez à droite, des vases en bronze étrusques ou italiques ou grecs qui sont venus en grand nombre autour de Bourges à cette époque, de la céramique attique, à figure rouge et figure noire, donc les deux périodes 6e et 5e. Et on a à Liserey, près d'Issoudun, une tombe qui malheureusement a été pillée avant qu'on puisse la fouiller, mais dans lesquelles on a trouvé des objets en or. Alors il existe à cette époque à peu près en Europe, je dirais à la louche, une trentaine de tombes dans lesquelles on a des objets en or. Et donc c'est tout de même assez exceptionnel par rapport au nombre de tumulus existants. Donc on a bien là une couche de la population très riche. Ça correspond à Bourges à l'époque où il y a un habitat qui couvre plusieurs centaines d'hectares, 50 hectares pour le centre et 200-300 hectares pour les artisans, les zones artisanales qui sont autour. Et donc on est bien dans ce qu'on appelle dans notre jargon les résidences princières qui vont de Bourges jusqu'à l'Europe centrale en passant par l'est de la France, la Suisse, l'Allemagne du Sud et la Bohême. Ce phénomène de prince, enfin de société très hiérarchisée, il disparaît assez brutalement par exemple à Bourges vers 425, enfin dans ces années-là, pour être remplacé par un monde entièrement rural de nouveau. Les agglomérations ont disparu et en même temps, la hiérarchie des tombes a disparu elle aussi. En fait, on trouve dans les nécropoles, qui sont assez abondantes à cette époque, pas trop dans le Berry, mais en Champagne de Reims, on en voit énormément, on en a fouillé des milliers au 19e siècle. Et là, on a des nécropoles qui ont entre 30, 50, 200 individus, par exemple à Bobigny, près de Paris, et on a des gens, des hommes et des femmes, bien sûr, une petite quantité, un tiers ou un quart des hommes qui sont armés, et les femmes qui ont des parures, bracelets, fibules, boucles de ceinture, etc. Donc ce sont des gens, ceux qui arrivent dans les nécropoles, qui sont relativement riches. On n'a plus la hiérarchie qu'on voit bien dans la période précédente, mais on voit quand même une certaine richesse, des classifications qui sont à la fois sexuelles, qui sont, suivant l'âge du défunt, on met des éléments différents dans sa tombe, et puis enfin, pour les plus riches, on a un char qui apparaît de nouveau, mais cette fois-ci, on en avait beaucoup à la période précédente, des chars de prestige alors, à 4 roues, alors que là, ce sont des chars de combat à 2 roues que les Celtes utilisent en Italie, notamment, où ils sont engagés comme mercenaires. Enfin, pour la période finale, entre le IIIe siècle dans certaines régions, plutôt le IIe siècle dans le Berry, on voit apparaître les tombes, les tombes qui apparaissent à ce moment-là sont des tombes encore modestes, mais quelques-unes sortent du lot, ce qu'on appelle des tombes aristocratiques. En fait, le mort est enterré dans une espèce de
de chambres funéraires encadrées de bois, et à l'intérieur, on retrouve des éléments, très rarement un char, mais on trouve des éléments indiquant sa position dans les banquets, dans la boisson, dans la chasse et accessoirement dans la guerre. Alors je reviens au début, après cette chronologie générale, au début des sépultures aux plus anciennes. C'est sur le site des Grandes Chapelles à Briand, chez la famille Gabelin, que l'on trouve les éléments les plus importants. Et là, ce ne sont pas des fouilles qui ont eu lieu, mais surtout des ramassages de surface qui ont révélé des épées à la limite entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des épées qu'on appelle langue de carte, d'autres qu'on appelle Gunlingen, du nom de leur découverte primitive, et qui montre qu'on a dans le Berry un mélange entre des objets qui viennent d'Europe centrale et des objets qui viennent de l'ouest de la Normandie, de la Bretagne, voire de la Grande-Bretagne. Et on a plusieurs tombes connues dans la région de Pizet et d'Issoudun, où on a effectivement ce mélange entre deux grands groupes européens qui sont distingués à cette époque essentiellement par l'armement et les sépultures, parce que les habitats sont relativement mal connus. Alors l'épée que vous avez tout à fait à droite, la famille Gabelin a trouvé les morceaux successifs entre 1953 et je crois à peu près 1990. Donc vous voyez quelle persévérance il faut pour faire des prospections vraiment rentables et efficaces. Alors on a tout de même, grâce à une indication de M. Gabelin et de son voisin, retrouvé une sépulture en place. Ils avaient trouvé en effet en surface des bracelets en bronze et en faisant une fouille, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un tumulus arasé, dont il ne reste que les fossés marqués par les hachures et 5 sépultures à inhumation accompagnées d'un petit peu de mobilier. On a retrouvé de mémoire un petit bout de bracelet que vous voyez sur la tombe 5, mais les autres avaient été trouvés plutôt dans la région centre du tumulus, où ils sont encore figurés là, plus ou moins dispersés dans la fouille. Alors voici ces bracelets qui en fait correspondent à un brassard, donc à un assemblage qu'on connaît dans d'autres régions. Celui-ci vient de Brive, je crois, et qui sont typiques de cette période comme un élément du costume. L'objet qui nous intéresse peut-être le plus dans le canton de Levroux, c'est le petit triangle percé de 2 trous que l'on voit en bas. C'est une pointe de flèche et elle est pour la première fois en fer. C'est l'objet en fer le plus ancien qu'on connaisse dans le Berry pour le moment. On a fait une datation carbone 14 sur les charbons qu'il y avait à côté, mais malheureusement ces charbons étaient pollués par les façons agricoles et la datation donnée a été aberrante. Elle est d'une époque très récente qui n'a rien à voir certainement avec cette flèche. On la connaît en contexte, notamment dans le Massif central et dans le Poitou, à une période qui correspond à ces dates anciennes de l'âge du bronze et de l'âge du fer, excusez-moi, donc du 8e, 9e siècle. Et il n'y a pas de raison, comme ces flèches disparaissent ensuite, il s'agit bien de cette période-là qui correspond au bracelet. Alors on saute à la fin de l'époque des sépultures et de l'époque de l'âge du fer, puisque sur la pièce de la chapelle à Levroux, les travaux pour la construction de la zone industrielle ont révélé un cercle funéraire dans lequel on a une construction en bois marquée par quelques trous de poteaux qui a été fouillée par Anne Collin. Et vous voyez qu'on a trouvé un fragment d'épée en fer à l'intérieur. Donc là, on est tout à fait à la fin de la période de l'indépendance gauloise. Et on a la tombe d'un personnage important, peut-être une tombe familiale, qui est marquée toujours par le tumulus, marqué par ce fossé, et puis une construction en bois qui a pratiquement disparu, et au milieu, une toute petite fosse dans laquelle il n'y avait quasiment plus rien, parce qu'on est évidemment très près de la surface dans ce cas-là. Voilà donc une permanence, vous voyez, dans le traitement des morts, avec des variations qui amusent les archéologues et qui permettent de distinguer des groupes et des chronologies, mais tout de même des rituels assez toujours présents. D'abord, on ne met pas les bords n'importe où, enfin, au moins les plus importants, et ils ont droit à des rituels extrêmement précis, dont la signification profonde ou religieuse, évidemment, nous échappe. Alors voici encore une tombe, celle de Fleury-la-Rivière, donc qui n'est pas très loin de Levroux, et qui représente une fosse, une chambre en fait, boisée avec des planches. À l'intérieur, on trouve le mort que vous voyez en bas à droite, allongé sur une espèce de cercueil. Sur lui, il a des épées et des fourreaux d'épées. À côté, il a une pince de forgeron qui a fait dire qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec l'extraction et la fabrication du minerai de fer. Des éléments de boisson
et de services de repas, de banquets, qui sont illustrés par des grains sur une meule rotative. Au fond, on voit des traces de fruits et des vases à boire, un grill pour préparer la viande, et enfin et puis un bassin avec une crémaillère qui ressemble exactement aux crémaillères du 19e siècle dans notre région, et des amphores de vin importés à grands frais d'Italie. Donc c'est un chef qui s'est fait enterrer dans une tombe somptueuse, et ce rituel va continuer dans la période gallo-romaine, puisqu'on a un Neuvy-Payou entre Levroux et Issoudun, une tombe romaine de la même époque, avec des éléments un peu différents apportés par les Romains, mais en gros le même rituel que sur le cas de Fleury-la-Rivière. Alors à Levroux, on n'a pas l'équivalent, mais quand on regarde les archives de Lemaigre, on voit qu'à la Motte Théveraud, aux vignes du Bois-Mosson, il a trouvé une ou deux tombes avec un chevalier et toute son armure, c'est tout ce qu'on a dans sa description, mais c'est probablement quelque chose qui correspond plus ou moins à ça. Donc il reste une certaine hiérarchie sociale à cette époque qui se manifeste, alors à la fois dans les fermes qu'on va voir plus tard, mais aussi dans la mort. Alors pour finir avec les sépultures sur l'époque romaine, il y a deux exemples de l'Antiquité tardive, une tombe à incinération avec un urne en verre contenant les cendres du défunt à l'intérieur d'un coffret en pierre, qui avait la partie là inférieure est encore en place, mais le couvercle qui avait attiré l'attention de l'exploitant, M. Mouchet, a conduit à la même démarche qu'on avait avec M. Ménard, et donc on a pu faire la fouille. Et ce rituel est connu dans le canton de Levroux, mais assez rare, alors que dans le sud du Berry, c'est l'élément dominant. Vous pouvez voir d'ailleurs deux de ces coffres en pierre à Nohant, si vous allez visiter la maison de Georges Sand. À gauche, une tombe a été couverte à côté de la colline des Tours, sur le carrefour avec la route de Moulins sur ses fonds, une tombe sous tuiles, ce sont des grandes tuiles romaines, celles qui couvraient les bâtiments en pierre de cette époque-là, avec à l'intérieur une inhumation, un petit gobelet en terre, et là on peut le dater de la fin de l'époque romaine sans plus de précision. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ces sépultures? Les archéologues ne sont pas spécialement intéressés par les sépultures en soi, mais en fait elles reflètent l'organisation de la société. Si on fait un bilan en totalisant sur l'ensemble de Berry toutes les sépultures qu'on a pour l'époque de l'âge du fer et pour le début de l'époque romaine, eh bien on se rend compte que si on calcule la richesse de ces tombes et leur concentration, on voit apparaître ce qu'on a appelé un peu, c'est un gadget, enfin un de ces noms que les savants mettent en avant, centre de pouvoir, on peut l'appeler comme on veut, c'est centre de richesse. Enfin, disons que c'est les zones les plus riches du Berry pour ces périodes, avec une représentation soit de couleur claire à rouge, enfin jaune à rouge dans la première image, soit des visions en relief pour la seconde. Et on voit qu'autour de Bourges, on a une concentration de richesse sépulcrale importante. On en a un peu à Sologne, mais là, l'accès est très difficile à cause de la végétation. On en a autour d'Issoudun, on l'a vu avec l'exemple de Brion, avec les différents sites qu'on a évoqués, Fleury-la-Rivière qu'on vient de voir, entre les deux, Thizay et Brion, et puis au sud-est, au sud de Bourges, on a encore la région de Dun-sur-Oron qui émerge. Donc à travers ces sépultures, on voit apparaître une richesse de la société à travers leur dernière manifestation qui montre un petit peu les concentrations dans le Berry. Autrefois, on avait tendance à privilégier Bourges et Argenton à cause des découvertes, mais en fait, on voit que quand on prend l'ensemble de ces quelques 10 siècles, on a une répartition plus grande, plus générale de la richesse dans notre région. Venons-en maintenant, si vous voulez, à l'habitat de Levroux et à la fin de l'âge du fer. On a fait une fouille, je prends l'ordre chronologique, on a fait une fouille à partir de 1972-73 au sud de Levroux, donc au carrefour des Arènes, qu'on appelle le carrefour des Arènes, et effectivement sous l'ancien théâtre romain. C'est Robert Le Quément, spécialiste de la période, qui a commencé des sondages sur le carrefour pour mettre au jour le théâtre, les restes du théâtre, et vérifier que c'était bien un théâtre et pas un amphithéâtre. Lorsqu'il a trouvé, c'est évidemment le mur du théâtre qu'on voit ici au milieu, mais à gauche et à droite et sur les flancs de ce sondage, une stratigraphie, c'est-à-dire une accumulation de couches qui ont été apportées là par les hommes et qui correspondent à des occupations
plus ancienne que le théâtre, creusée. Le théâtre a été creusé dans ses couches. Si on regarde ça en stratigraphie, c'est-à-dire en position verticale, on voit toutes ces ficelles qui montent les couches différentes, et puis un grand trou au milieu qui correspond au mur. Le mur on est venu prendre des pierres et c'est ce qui montre cette couche brune, et en dessous on voit apparaître les pierres du mur. Donc ça c'était tout à fait important parce que à l'époque, mon équipe travaillait sur l'oppidum, sur la colline des Tours au nord dont on va parler, et on n'avait aucune idée qu'il pouvait y avoir quelque chose aux arènes. Alors non seulement on a trouvé autre chose, mais en plus on a trouvé quelque chose de plus ancien. Et ça, c'est ce qui va faire l'intérêt de Levroux pour l'histoire de l'urbanisation dans le monde celtique, c'est de montrer qu'on avait là 1 km, 2 km de distance, un village du IIe siècle avant notre ère, et puis une ville fortifiée, un oppidum sur la colline qui lui succédait dans les années 80 avant Jésus-Christ. Alors on a pu, grâce à la mobilité de la famille Rogier, venir fouiller sur leur terrain et étendre la fouille en horizontale. On a fait des prospections géophysiques qui ont montré en effet que des fosses étaient creusées dans le calcaire sur toute cette région-là. On voit les différentes maisons de la Côte, de Vinçon, etc., qu'on a pu explorer grâce à la mobilité de leurs propriétaires en essayant de ne pas les retarder dans leurs travaux. Et ça a donné des résultats tout à fait intéressants. Alors, les structures, ce qu'on appelle les structures, donc les constructions sont très modestes parce qu'elles ont pour la plupart disparu. C'est seulement les fondations que l'on retrouve creusées dans le calcaire. Ici, au premier plan, vous voyez une tranchée, une palissade, deux palissades qui se croisent, et l'une d'entre elles fait une espèce de crochet juste devant nous. Et dans cette palissade, on a trouvé la monnaie que vous voyez à droite, qui est une monnaie qui vient d'Espagne et qui date du IIe siècle. Elle est intéressante parce qu'elle marque en quelque sorte la période la plus ancienne pour cet habitat, et elle est suivie de toute une série d'autres monnaies qu'on a trouvées sur le site, notamment un trésor de monnaie en or et d'argent, et puis de nombreuses monnaies en bronze qu'on appelle les potins, qui montrent que la monnaie circulait quotidiennement dans ce village. Alors voici comment se présente la fouille, pour vous la situer à côté de la route. Et puis voici les fosses, les fameuses fosses qu'on retrouve. Alors ce n'est pas des fosses creusées pour mettre des ordures, comme dirait le sapeur Camembert, c'est des fosses qui ont une fonction au départ. Celle-ci était sans doute un atelier avec deux couples de poteaux sur les petits côtés qui correspondent à une couverture en bois et en végétaux sans doute. Et donc elle a servi sans doute d'atelier pour le tissage par exemple, ou bien pour le travail du fer. Et ensuite elle a été remplie de déchets. Alors, ce qui est intéressant à Levroux par rapport aux autres sites équivalents, c'est que les déchets se comptent par dizaines de milliers. Quand je dis déchets, c'est des ossements, c'est de la céramique, c'est des meules, comme ici la pierre qui a un trou là à gauche, des amphores aussi. On a récolté à peu près 500 000 fragments de toutes ces choses à Levroux, ce qui représente, pour étudier la société, l'alimentation, etc., un corpus évidemment tout à fait important et assez exceptionnel. Ici, vous voyez la fouille d'un puits, donc on en a fouillé 3 ou 4, si je me souviens bien, mais il y en a plus que ça, on n'a pas pu tous les fouiller. Et alors là aussi, on récoltait énormément de mobilier. Quelques bâtiments sur poteaux, donc ce sont ces seules traces qui sont restées. Celui de droite est très modeste, c'est plutôt un appentis avec une espèce de fosse à l'intérieur dont nous ne connaissons pas la fonction. L'autre est plus vaste, il repose sur des trous de poteaux, avec peut-être des sortes d'escaliers sur les petits côtés, et puis une sablière, donc une poutre horizontale qui maintenait des parois. Mais sur cet aspect-là, sur les bâtiments en hauteur, on n'a pas beaucoup de renseignements. Alors si on regarde les plans des principaux terrains qui ont été fouillés, Rogier, La Côte et Vinçon, on voit que les taches noires qui sont les puits sont répartis de façon relativement régulière. Excusez-moi, les palissades marquent également sur le terrain Rogier une organisation qui est peut-être antérieure d'ailleurs à l'habitat ou peut-être sa première phase. Et puis, quelques constructions sur poteaux qui sont plus nombreuses sur le terrain Vinçon en haut à gauche, qui peuvent correspondre à des greniers, et surtout des fosses un petit peu dans tous les sens, quelquefois groupées avec des formes originales, comme sur le terrain central, le terrain La Côte, où on a une activité métallurgique intense et qui correspond, là on a peut-être des fosses qui correspondent vraiment au travail métallurgique. On le voit un petit peu sur le plan et on le voit surtout dans le mobilier qui est conservé à l'intérieur, soit des objets terminés, soit surtout des chutes
des objets en cours de fabrication qui montrent qu'on a affaire à des forgerons, essentiellement, ou à des gens qui font du tissage. Alors, les étudiants cherchent toujours une organisation dans les habitats, ils pensent qu'il y en a forcément une. Là, moi, je pense personnellement qu'il n'y en a pas. Vraiment, c'est construit de façon très hétérogène. Bon, les terrains ne sont pas exactement en place topographiquement, mais quel que soit leur orientation, on ne voit pas de canevas, on ne voit pas de rue, on a cru en voir à un moment, mais en fait, c'est un petit peu n'importe quoi. Il y a une agglomération qui s'est faite par des gens qui sont arrivés les uns à côté des autres et qui n'ont pas respecté un plan préétabli, il n'y a pas eu de projet. C'est une agglomération au sens strict de différentes habitations et surtout de différents ateliers. Alors, voilà la surface qui est connue actuellement. Donc les terrains que vous venez de voir, Vincent, Lacotte et Rogier, et de l'autre côté, sur la zone de Château-Gaillard, des prospections géophysiques et des fouilles qui étaient plus complexes à gérer parce qu'il y avait un mélange de fosses de l'époque de l'âge du fer et puis du deuxième siècle avant notre ère et également de fosses gallo-romaines. Et puis en plus, ça s'est fait en sauvetage dans des conditions difficiles en plein hiver, donc on n'a pas pu être aussi méticuleux qu'on l'avait été dans les terrains précédents. Mais ça vous donne une idée, cette agglomération a pu fonctionner sur à peu près 10 hectares, donc c'est la taille que l'on connaît pour d'autres agglomérations de la même période en Europe. Alors des travaux savants de Sophie Croce, de Madame Horard, etc., et autres, ont permis de faire une répartition, d'analyser la répartition du mobilier avec un bruit de fond très important. Donc, au bout du statistique, c'était un petit peu délicat de ressortir les anomalies par rapport à la masse de ces 500 000 objets. On voit ici que, par exemple, pour le terrain Lacotte, la métallurgie du bronze pour les fibules est dans la partie centrale nord, avec des outils en os, du travail de la corne et des déchets de consommation du bœuf. Alors que dans le secteur sud, marqué par des traits inclinés vers la gauche, on a aussi une métallurgie du fer, mais on a surtout de l'artisanat de l'os, du tissage, de nouveau du travail de la corne et de la découpe de boucherie du bœuf, ce qu'on appelle la découpe de gros. Alors quand vous allez à Argenton, vous avez carrément des boucheries où il n'y a que des omoplates, des choses comme ça. Là, c'est pas aussi net, mais quand on regarde un peu de près les statistiques, on voit qu'effectivement, il y a une tendance à vraiment découper les animaux dans la partie sud et à les consommer dans la partie nord. C'est certainement pas aussi simple que cela, mais ça permet de distinguer des spécialisations, des activités dans ce mélange de fosses dans toutes les surfaces qui ont été fouillées. Pour l'exploitation des animaux, on a aussi des résultats intéressants que a mis en évidence Marie-Pierre Horard. Ici, sur cette bête, on voit que les zones noires, les ossements noirs sont ceux qui sont les plus nombreux et les plus rares sont ceux qui sont marqués d'un petit pointillé. Donc là, on a trouvé sur le site la tête, on a trouvé les pattes avant, on a trouvé un petit peu moins de côtes et d'épines dorsales, et par contre, on n'a pas trouvé la partie la plus intéressante à manger, qui sont les gigots, ou bien les globes pour les bœufs. Ça veut dire que ces parties de viande importantes étaient exportées ou mangées ailleurs. Est-ce qu'elles étaient exportées loin ou pas, ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il y avait un traitement différentiel et une exploitation au-delà de la consommation locale de ces bêtes. D'autre part, ce qu'on peut dire, c'est que l'absence de fœtus ou d'animaux très jeunes montre que ces animaux n'étaient pas élevés sur place, ils étaient élevés peut-être pas très loin, comme ça se faisait au XIXe siècle, mais c'était pas ils étaient ramenés dans cette agglomération, ils n'étaient pas élevés à cet endroit-là. Donc on a vraiment affaire à un habitat qui est un habitat essentiellement artisanal et très peu agricole. Alors voilà une fosse atelier métallurgique typique, puisque les ossements étaient de couleur vert émeraude, et donc on voyait bien, en plus des chutes d'objets de bronze, etc., on voyait qu'il y avait on avait balancé dans cette fosse les restes d'un petit secteur, vous savez, c'était un foyer, les ateliers pour le bronze, avec des petites coupelles qu'on faisait chauffer, et quand le bronze était fondu, on le coulait dans des moules. Donc ça laisse pas des traces aussi nettes que les forges. Il y a d'ailleurs sur le terrain Lacotte une forge qu'on a retrouvée, on a retrouvé juste les fondations. Donc on a bien l'attestation que le travail du métal est très important dans cette agglomération. Alors là aussi, des travaux ont permis de montrer qu'on avait dans certains secteurs des productions de lames, dans d'autres des productions de fibules, dans d'autres des fourreaux. Dans la partie du terrain
Rogier, on voit qu'on a des demi-produits, donc des objets qui sont inachevés, et puis dans le reste du secteur, on a des productions un petit peu mélangées. Enfin, en dehors de tous ces vestiges un petit peu ennuyeux et répétitifs, eh bien, on a tout de même une fosse dans laquelle on a trouvé cette statue en pierre, dont vous avez peut-être déjà vu l'original ou les moulages, puisque pour le moment, on recherche l'original désespérément. Elle a été trouvée dans une fosse dans laquelle il y avait également un gros polissoir en pierre de à peu près un quart de mètre cube et des bois de serre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un dépôt volontaire ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui a été jeté avec des ordures dans la fosse? On ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, l'association d'une statue, d'un polissoir et d'un bois de serre complet est tout à fait exceptionnelle et on peut le dire puisqu'on a relevé encore une fois quelques 500 000 fragments. Donc ça correspond à un dépôt, soit le dépôt original volontaire dans cette fosse pour une fonction qu'on ne connaît pas très bien, soit un peu comme on l'a fait à l'époque chrétienne après l'Empire romain, on a pris les objets de culte ou les objets sacrés, entre guillemets, sacrés au sens de on n'a pas le droit d'y toucher, simplement consacrés, et qu'on les a balancés dans une fosse. Et dans tous les cas, notre travail de fourmi sur tous ces objets peu intéressants met en évidence et met en valeur les concentrations exceptionnelles qu'on peut observer à cause du fait qu'elles sortent, la concentration contraste violemment avec les objets banals qu'on trouve dans les autres fosses. Ensuite, on revient sur l'oppidum de la colline des Tours, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et qu'on avait fouillé plus tôt que le village des Arènes, mais qui prend tout son relief quand on le compare à ce village, qui est donc éloigné seulement de quelques petits kilomètres. Donc, Lemaire avait trouvé des objets caractéristiques, mais il avait suggéré qu'il y avait peut-être un rempart, mais il n'avait pas trouvé, pour la bonne raison que sur les pentes de cette colline, on trouve des chemins circulaires que vous connaissez bien, mais on n'a pas de traces de talus. Ou alors c'est les talus qui descendent violemment pour le chemin le plus haut, mais on n'a pas de traces évidentes de fortification. Et même quand on prend une photo aérienne, vous voyez que c'est pas du tout, on ne peut pas isoler le rempart. On se dit que ça doit suivre plus ou moins le trajet du chemin extérieur, mais ça n'est pas évident. Alors, on a eu du mal à le trouver parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait des sondages trop petits et qu'il était enterré dans le sol. C'est sur les terrains de M. Triomphe, par exemple, qu'on a trouvé les premières traces. On a fait une petite coupe et là, on a trouvé des clous de Murus Gallicus, des clous de ce rempart décrit par César au moment du siège de Bourges, qui sont caractéristiques de cette époque, et c'est ça qui nous a invités à continuer et à prendre des moyens plus importants, une pelle mécanique prêtée par M. Viano, et qui nous a permis d'enlever un talus massif en terre qui était par-dessus le mur gaulois, et de retrouver en dessous le mur à poutrage interne, un peu un dérivé de celui qu'on a vu tout à l'heure à Moulins-sur-Ces-Fonds, et qui correspondait au modèle des murs gaulois, comme celui de Bourges que décrit César, avec son poutrage horizontal entrecroisé. Vous voyez, on voit des poutres qui sont perpendiculaires au tracé du rempart, d'autres qui sont parallèles. À gauche, on a un parement de pierre interne, et à droite, on ne voit pas sur la photo, un parement externe. Alors, tout concorde avec la description de César, sauf la présence des clous, dont curieusement, il ne parle pas. C'est un problème qui se pose encore à nous, parce que sa description est tout de même très précise. À partir de sa description, les auteurs ont pu décrire la construction que vous voyez en bas, la reconstruction que vous voyez en bas, en suivant précisément le texte de César. Il manque quelques mesures, mais en gros, la description de la disposition des poutres, du parement, la présence des têtes de poutres dans le parement externe, qui dit-il, est très belle à voir, tout ça est très fidèle. En revanche, les clous, il n'en parle pas, ça reste une énigme, et pourtant, on connaît aussi, maintenant, en France, à peu près 70 remparts de ce type avec des clous. C'est une mode occidentale pour le monde celtique, puisque de l'autre côté du Rhin, il n'y a qu'un ou deux murs gaulois, murs de ce genre, et les autres sont des murs à poteaux verticaux en façade. C'est une autre catégorie dans la typologie des remparts. Alors, on a trouvé à l'intérieur de ce sondage un bracelet en bronze avec des anneaux de verre dont la couleur nous donne la datation, donc au 1er siècle avant notre ère, parce que c'est une spécialité gauloise et qu'on suit très bien leur évolution chronologique à cause de la couleur dont on les a dotés. Et vous voyez, si on reprend notre schéma de tout à l'heure,
le rempart de Moulins-sur-Féfon est en haut, au milieu, et le rempart le mur gaulois de Levroux, il est en bas à gauche, et il appartient à la série occidentale de ces remparts avec des poutres horizontales, alors qu'à l'est du Rhin, pour aller vite, on a des combinaisons, des remparts à poutrage verticaux, comme une palissade renforcée, alors qu'à gauche, c'est plutôt une construction stable, sans poteaux en façade. Alors après ça, on a évidemment des types mixtes, parce que ça serait trop simple d'avoir des choses bien séparées. Vous voyez ici la description qu'a fait Palladio, l'architecte italien, du rempart de César, du rempart de Bourges décrit par César, simplement à partir du texte de César. Vous voyez qu'on est très proche de ce qu'on a pu avoir en fouille. Alors à l'heure actuelle, dans le Berry, on connaît tout de même une petite dizaine de remparts de ce type, sans clous à Châteaumeillan, avec des clous partout ailleurs. Et on en connaît non seulement dans des oppidums, donc des îles, des agglomérations importantes, mais aussi dans des fermes de riches propriétaires sans doute, mais à Menée-Planche et à Luan, on a trouvé le même type de rempart autour d'une ferme qui fait de l'ordre de 1 hectare. Et alors qu'on avait autrefois des palissades et des fossés, simplement, là, les aristocrates de cette époque se sont payés, si je puis dire, un rempart comme celui de Bourges et ont forgé tout de même des centaines de clous, ce qui devait représenter une fortune à l'époque, pour les mettre dans leur rempart, comme on l'avait fait dans les oppidums de cette époque, sans doute à Bourges, mais ça reste à prouver. Excusez-moi pour le téléphone, on ne peut pas tout contrôler. Donc, si on reprend notre ville de Levroux, voilà comment se présente la situation. L'oppidum de la colline des Tours, donc ça, c'est une ville dans la mesure où elle a été fondée. Si on est passé du village artisanal à une ville fortifiée sur l'oppidum, il s'est passé quelque chose. Et quelque chose qui, cette fois-ci, correspond à un mouvement collectif, peut-être contraignant. C'est peut-être simplement quelques aristocrates ou le prince local qui a entraîné les artisans à monter sur la colline des Tours et à venir se mettre sous sa protection. Leur protection sans doute avec le rempart, même si ce rempart est un peu symbolique, mais c'est tout de même un arrêt pour les techniques de siège de l'époque, et peut-être aussi mainmise au niveau économique, parce que moi, quand je vois des remparts comme ça, bien fermés, alors que pour la période précédente, on avait seulement une fortification là où la défense était difficile. Là, c'est bien fermé. On a des portes, ce n'est pas le cas à Levroux pour le moment, mais on en connaît beaucoup, des portes très importantes, qui sont peu nombreuses, mais qui sont monumentales. Donc, je pense qu'il y avait un octroi ou quelque chose comme ça, ce qui permettait aux aristocrates, qui étaient, eux, plutôt des agriculteurs, hein, avec des grandes propriétés, de récupérer un impôt sur les artisans pour contribuer, enfin, à la fois à leur prendre une partie de leur richesse et pour contribuer à l'armement qu'ils proposaient sans doute en échange à cette activité des artisans et à l'argent qu'ils pouvaient leur donner. Alors, dans la ville, si on passe maintenant à l'époque romaine, on voit que dans la ville de Levroux, on a trouvé un certain nombre de vestiges de l'occupation de l'époque romaine, même si ce n'était pas notre projet a priori, enfin, en priorité. Dans la maison Morin, on a trouvé un puits gallo-romain dont on a tiré de belles céramiques, un petit chien aussi, si je me souviens bien. On a trouvé à Chenevière, toujours plus ou moins dans le même quartier, des fours à céramique romains, des fours assez importants qui produisaient ça montre qu'on produisait de la céramique localement, même si on importait les fameuses vassigillées qu'on fabriquait dans le sud du Massif central, après les avoir mis au point cette technique en Italie. Et on a dans la campagne des fermes à l'époque romaine, des villas romaines qui sont très nombreuses, mais qui ont eu comme prédécesseurs des fermes indigènes, des fermes gauloises, qui avaient finalement un aspect assez voisin, sauf que les constructions étaient en bois et en pierre, et en bois et en terre, pardon, alors qu'à l'époque romaine, les bâtiments ont des fondations, voire carrément des murs et des toitures en briques, en pierre et en céramique. Ici, je vous ai mis l'exemple d'une ferme gauloise qui a été trouvée par Jean-Philippe Baguenier à Déol, au nord de Châteauroux. Et vous voyez qu'on a une palissade pentagonale, des grands bâtiments très importants à l'intérieur, beaucoup plus solides et manifestement
plus imposants que ceux qu'on a pu avoir dans le village des Arènes à Levroux, des fosses aussi bien sûr, mais surtout des bâtiments sur poteaux. Et à droite, vous voyez la reconstitution d'une ferme du musée du Mont-Beuvray, ferme qui a été trouvée en Seine-et-Marne, et dans lesquelles on voit comment pouvait se présenter une ferme gauloise. Alors si on passe aux fermes romaines de la région, celle-ci à la Thorase a été sondée par Richard et Anne-Marie Adam. On voit le beau trapèze régulier romain et en dessous, on voit la ferme gauloise avec ses palissades un petit peu irrégulières et puis à droite, un chemin d'accès qui est marqué comme un fossé. Et chaque fois qu'on a fait un sondage sur des fermes gauloises ou romaines ou médiévales, comme l'a fait Armel Kerrien à Montbaron, eh bien on retrouve des restes du second, voire du premier âge du fer. Donc le jalonnement des fermes romaines dans la Champagne berrichonne correspond assez bien avec ce qui a pu exister dans les siècles précédents. Donc même si on s'intéresse beaucoup aux agglomérations parce qu'elles sont porteuses d'histoire, bien sûr, mais la richesse du pays, avant tout à cette époque, ce sont les exploitations agricoles et les aristocrates qui les habitent et qui les exploitent. Alors, dans un travail qu'on a fait avec plusieurs collègues sur le Berry antique, et, dans les années 2000, et puis ensuite la prolongation par des jeunes collègues, on a travaillé un petit peu sur les comparaisons entre justement l'occupation du territoire dans le Berry, notamment dans le canton de Levroux et dans d'autres régions, pour voir un petit peu comment ça se présentait. C'est assez compliqué. Pour l'époque romaine, il y a plusieurs phases différentes suivant les siècles. Mais là, je reprends un travail de Cristina Gandini qui a montré comment autour de Bourges, de Argenton ou de Levroux, on a une densité à peu près semblable, mais la plus forte est tout de même à Levroux, puisqu'on passe à presque un quart de site au kilomètre carré, alors qu'à Bourges, on est à 0,2, à Argenton aussi. La densité est plus forte autour de Levroux, donc les fermes en bois sont plus nombreuses autour de Levroux, et autour de Bourges, au contraire, la reprise romaine, les villas en pierre sont plus nombreuses que dans le canton de Levroux. Et au niveau d'Argentomagus, l'image est brouillée, enfin modifiée, par l'importance de l'extraction du fer dans cette région, qui a été un centre de fabrication jusqu'à la fin de l'époque romaine. Donc vous voyez les différences qu'on peut avoir entre les micro-régions, mais Levroux reste ici sur ce schéma caractérisé par la présence importante des fermes gauloises. Et si on prend un schéma chronologique, toujours de Cristina Gandini, on voit que dans l'évolution chronologique, avec les créations et les abandons de fermes aux différentes périodes depuis le 2e avant notre ère jusqu'au 6e, Levroux est la région où il y a une reprise au 6e, 7e siècle, alors qu'ailleurs, cette reprise existe, mais elle est beaucoup plus faible. Donc Levroux, en quelque sorte, comme avantage, même si c'est d'un site plus modeste que Bourges ou Argentomagus, bien sûr, la continuité, et en fait, la période romaine a été surtout très importante au 1er siècle, mais elle avait démarré au 1er avant et elle va apparemment se prolonger pour les périodes du Haut Moyen-Âge, période qui est certainement la période d'exploitation pour les archéologues d'avenir parce que déjà, il y a beaucoup d'indices, notamment dans le nord du bassin parisien, qui montrent que le Haut Moyen-Âge n'a pas été misérable, il a été au contraire assez inventif, assez productif, et que l'archéologie va compléter des données historiques qui sont un peu déficientes, quelquefois un peu rares surtout, pour reconstituer l'évolution à long terme de cette période et les campagnes de l'époque romaine. Alors là encore, si on regarde l'évolution du Berry à l'époque romaine, on voit la position de Levroux qui n'est pas en tête, évidemment, en tête c'est Bourges. Ensuite, on a tout de suite Saint-Marcel et Néris-les-Bains, si on prend la cité des Bituriges, les habitants de la province du Berry. Et puis Levroux se situe en 3e catégorie, avec Saint-Ambrois et Drevant, qui sont. Alors, Drevant est surtout connu pour ses vestiges romains, mais il y a le site de la Groute à côté, qui est un oppidum avec un Murus gallicus comme à Levroux, donc un rempart à clous, et Saint-Ambrois, qui est connu là aussi pour l'époque romaine, mais qui à l'époque romaine a un rôle important, mais qui à l'âge du fer n'existe pratiquement pas. Alors ce que je voulais montrer encore, c'est qu'à l'époque romaine, on a dans le Berry 10 théâtres, si je compte bien, sur le schéma, et je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais il y en a certainement moins. Donc ça donne une idée un petit peu de
de certaines qualités de vie ou caractéristiques de l'époque romaine qui sont assez réjouissantes, surtout aujourd'hui on ne peut plus aller dans nos théâtres. Et donc là, vous voyez qu'il y a des aspects de telle culture que je n'ai pas traités ici parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais qu'il ne faut pas oublier. Pour l'époque gauloise, évidemment, on ne sait pas du tout quels étaient leurs bâtiments collectifs en dehors des fortifications ou de certains sanctuaires qui sont peu nombreux dans notre région. Mais à l'époque gallo-romaine, on voit qu'il y a un mode de vie bien particulier et qui pourrait peut-être nous inspirer des réflexions. Voilà, donc le site de Levroux, finalement, je vous ai parlé que de la partie antique et romaine, mais vous voyez qu'il continue, bien entendu, après, et avec, là encore, des superpositions, mais aussi des juxtapositions qui permettent d'analyser différentes phases. La ville de Chanoine, la ville laïque fortifiée à la fin de la guerre de Cent Ans, la ville romaine qui était apparemment un peu plus grande et qui s'est restreinte, et puis ensuite la ville moderne, avec l'extension due pour aller vite aux mégisseries à l'est, aux petits trains à l'ouest, et puis les foires de Champagne, si je puis dire, de Champagne-Berrichonne, avec les milliers de moutons qui n'ont pas laissé de traces archéologiques évidemment, mais pour lesquels on a encore des photos et puis de souvenirs de peut-être encore des plus âgés d'entre nous. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette antiquité dans le canton de Levroux, mais ce n'est qu'une phase parmi l'étude diachronique qu'on a faite depuis les origines jusqu'à l'époque récente. Et là, j'espère bien que Patrimonia va développer justement l'époque ce qu'on appelle moderne, c'est-à-dire avant la Révolution française, et l'époque ultérieure, contemporaine, pour continuer cette histoire et éventuellement compléter ce qu'on a pu faire pour les périodes qu'on a privilégiées, mais surtout combler les trous entre ces différentes périodes. J'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas contrôlé le temps, et je vous remercie de votre attention.